Donc, tout d'abord, désolé pour le retard qui ne m'est pas imputable. Ensuite, alors, on voit pas mon ruban. Pas le moment de lâcher, quoi. Voilà. Mais comme ça, c'est bizarre, non? On peut baisser ça? On peut pas baisser. Bon. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas été tout à fait performant la dernière fois parce que quand j'ai demandé si vous aviez compris, une étudiante a dit il faut que je relise mes notes pour être sûr d'avoir compris. Donc, je pense que je n'ai pas été aussi bon que je l'espérais sur Kant, parce que je crois que il manquait un peu de ciment, je ne sais pas comment dire, entre les pierres, c'est-à-dire que j'ai expliqué des choses, mais ça continuait à ne pas être tout à fait satisfaisant. C'est-à-dire, je suppose, enfin, je présume, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris comment Kant en est arrivé à sa définition du droit, en fait. C'est-à-dire que je vous ai expliqué pourquoi Kant avait été amené à faire dans son système une part à la philosophie du droit à côté de la philosophie de la vertu, ce qu'il appelle la métaphysique du droit à côté de la métaphysique de la vertu. Je vous ai expliqué pourquoi, c'est à cause de sa philosophie de l'histoire et parce que euh, un monde où le droit régnerait, c'est déjà une étape vers un monde meilleur, un monde moral. Ce n'est pas un monde moral, mais c'est une étape vers un monde moral. C'est ça qui lui a fait prendre conscience, cette philosophie de l'histoire qu'il a élaborée après la critique de la raison pratique. C'est ça qui lui a fait qui lui a fait prendre conscience de la nécessité d'une philosophie du droit, alors que jusqu'à présent, dans sa morale, il avait opposé la légalité d'une action à sa moralité, mais il ne parlait de légalité d'une action que pour déprécier la notion de légalité et pour dire la légalité, ça n'est pas la moralité. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, c'est là, je pense que ça a un peu dérapé, c'est-à-dire que j'ai donné la définition que Kant propose du droit dans ses premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit. Je vous rappelle que ces premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit comportent une introduction générale à la métaphysique des mœurs. Il y a deux volets dans la métaphysique des mœurs, la métaphysique du droit et la métaphysique de la vertu. Si on reprend le titre exact des ouvrages, les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Donc il y a deux volumes, il y a deux volets. Bon. S'il y a deux volets, c'est parce que le droit se distingue de la vertu. La légalité se distingue de la moralité, mais ça, Kant l'a affirmé depuis longtemps, sauf que maintenant, il considère que la légalité, c'est quelque chose qui mérite d'être défendu, en quelque sorte. Hein. Alors, il définit le droit comme, je reprends la traduction de Filonenko chez Brun, il définit le droit comme l'ensemble des conditions, c'est dans l'introduction à la doctrine du droit, paragraphe B, introduction à la doctrine du droit, donc les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit comportent une introduction à la métaphysique des mœurs, et ensuite une introduction à la doctrine du droit, qui est une partie de la métaphysique des mœurs. Dans cette introduction à la métaphysique du droit, il y a un paragraphe B dont on a déjà lu, que j'ai déjà cité antérieurement, lorsque j'ai parlé de la distinction entre la question qu'est-ce que le droit et qu'est-ce qui est de droit. Et j'ai expliqué que pour Kant, la question philosophique, c'était la question qu'est-ce que le droit, à laquelle les juristes n'avaient aucune compétence pour répondre. Ensuite, il y a la réponse à cette question. Donc, toujours dans ce paragraphe B, après avoir dit que la question philosophique, qu'est-ce que le droit, est une question qui est du ressort des philosophes et non pas des juristes, Kant répond à cette question. Il dit, le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre
selon une loi universelle de la liberté. Le droit est donc l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté. Et ensuite, ça c'est la fin du paragraphe B, ensuite vient un paragraphe C qui commence par l'énonciation de ce que Kant appelle le principe universel du droit. Le principe universel du droit, c'est le suivant: est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet, j'ai de côté cette expression parce que on peut en sortir, est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de l'arbitre de tout un chacun, à la liberté de l'arbitre de tout un chacun de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. Et juste toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de l'arbitre de tout un chacun de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. Donc c'est ça, c'est cette définition du principe universel de droit et ces définitions du droit que je n'ai pas suffisamment justifiées. Je l'ai déjà donné, mais je n'ai pas suffisamment justifié. Vous n'avez peut-être pas compris comment cette définition du droit venait comme un cheval, comme un cheveu sur la soupe, en fait. Pas comme un cheval sur la soupe, mais comme un cheveu sur la soupe. Et c'est ça sur lequel je voudrais, c'est ce point-là sur lequel je voudrais revenir très rapidement. Euh, bon, d'abord, il y a un problème de terminologie, parce qu'on voit apparaître le terme arbitre, Willkür en allemand. Alors, c'est un terme que Kant utilise pour la première fois dans sa métaphysique des mœurs, mais qui n'utilisait pas dans les fondements de la métaphysique des mœurs, ni dans la critique de la raison pratique. C'est un terme nouveau, en fait. Alors, ça s'explique parce qu'il y a eu un glissement sémantique chez Kant que je ne vais pas évoquer. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbitre, c'est le pouvoir de décider, en fait, hein, et que l'arbitre, pour Kant, chez un homme, chez un être raisonnable, il est libre. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de se déterminer dans un sens ou dans un autre. Il est libre, le pouvoir de l'arbitre. Donc, lorsque Kant dit que le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté, il faut comprendre que le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la libre volonté de l'un peut être unie à la libre volonté de l'autre selon une loi universelle de la liberté. Alors maintenant, pourquoi Kant, et donc il faut comprendre, est juste, principe universel du droit, toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de l'arbitre, là il le dit, à la liberté de l'arbitre, donc l'arbitre il est libre, hein, parce que chez un être raisonnable, l'arbitre est libre. Ce n'est pas comme chez une fourmi. C'est-à-dire que l'arbitre est libre d'accomplir une action conforme au devoir ou d'accomplir une action qui soit contraire au devoir. Je vous rappelle peut-être un exemple que j'ai donné, très célèbre de Kant, qui s'appelle l'exemple du faux témoignage. Hein. C'est dans la critique de la raison pratique, où Kant explique que, pour expliquer l'idée de liberté, il explique que je peux recevoir des pressions de toute personne pour porter un faux témoignage dans une affaire. Il est possible que je le fasse, mais je ne peux pas ne pas envisager que je pourrais ne pas le faire. Et donc, j'exprime ma liberté par là. C'est-à-dire que j'ai la liberté de ne pas céder aux pressions qui me recommandent de faire un faux témoignage. Et donc, s'il n'y avait pas de liberté en morale, il n'y aurait pas d'imputation morale et il n'y aurait pas de morale. Pour reprendre une autre image très célèbre de Kant dans la critique de la raison pratique, si l'être raisonnable n'avait pas d'autre liberté qu'un tourne-broche, c'est lui qui donne l'exemple, si la liberté c'était celle d'un tourne-broche, c'est-à-dire si on était déterminé à agir toujours par des circonstances empiriques, il n'y aurait pas de morale, il n'y aurait pas d'imputation morale. Ce qui fait le mérite d'une action morale, c'est qu'on a la liberté de la faire ou de ne pas la faire.
L'imputation morale d'un acte à quelqu'un, ça implique qu'il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais qu'il a opté pour la véritable liberté qui consiste à le faire et donc à suivre son devoir. Mais ce qui fait le mérite de l'action, c'est qu'il était libre de suivre son devoir ou pas, et qu'il s'est imposé à lui-même de le suivre. Alors maintenant, je reviens au droit. Sans liberté, il n'y a pas d'imputation morale, je viens de le dire, hein. Mais sans liberté, il n'y a pas non plus d'imputation juridique. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple d'un prêt ou d'un dépôt, l'exemple du dépôt est donné par Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Reprenons l'exemple du dépôt. Si j'ai emprunté un objet à quelqu'un, cet objet, j'ai le devoir de le restituer. C'est un devoir moral de restituer les emprunts ou les dépôts. C'est un devoir moral dont on ne peut pas nier l'existence parce que on peut certainement dire que chacun peut décider de ne pas rendre un dépôt ou un prêt. Chaque individu peut décider cela. Mais aucun individu ne peut soutenir, ériger en règle universelle de ne pas rendre ses dépôts ou ses prêts. C'est-à-dire qu'on peut décider soit individuellement, soi-même individuellement de ne pas rendre un dépôt ou un prêt, mais on ne peut pas faire en sorte que ce refus de restitution d'un prêt ou d'un dépôt devienne une loi universelle, parce que sinon il n'y aurait plus de prêt et il n'y aurait plus de dépôt. Donc pour que euh, la loi morale n'existe que si quelqu'un éventuellement a la liberté de ne pas s'y conformer, mais il ne peut pas euh, ériger cette liberté de ne pas s'y conformer en un devoir général, parce que sinon on supprime la loi morale. Si on dit que je ne restitue pas mon prêt ou je ne restitue pas mon dépôt comme chacun devrait le faire, donc chacun ne devrait pas restituer son prêt ou son dépôt, on supprime le devoir de restituer les dépôts ou les prêts. Et ainsi de suite pour tous les devoirs moraux. Donc en fait, ce qui caractérise l'impératif catégorique que Kant définit dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique, c'est le fait d'agir de telle façon que la maxime de son action puisse valoir comme une loi universelle. C'est-à-dire, je restitue les dépôts parce que c'est une loi morale universelle, un devoir général de restituer les dépôts, parce que c'est un devoir moral. Alors, maintenant, je reviens à mon propos après cette parenthèse, c'est une loi morale de rendre ses dépôts ou ses prêts. C'est aussi une loi juridique, hein. Dans le Code civil, il y a une disposition dans le titre 10 sur le contrat de prêt qui dit que le prêt doit être restitué, hein, où il définit le prêt comme le fait d'emprunter un objet à charge pour l'emprunteur de le restituer. Donc il y a un devoir de restitution, hein. Mais pourquoi y a-t-il un devoir de restituer les prêts? C'est parce qu'il y a une obligation morale de restituer les prêts. Donc il y a un devoir juridique de le faire. Il y a une coïncidence entre le devoir moral et le devoir juridique. Et on comprend bien que ce devoir moral comme ce devoir juridique, cette obligation éthique comme cette obligation juridique, elle ne peut s'adresser qu'à un être raisonnable. C'est-à-dire comment pourriez-vous reprocher, soit moralement, soit juridiquement, à un fou ou à un infance de n'avoir pas restitué un prêt ou un dépôt? On ne le ferait pas. Si quelqu'un est fou ou n'est pas en âge de raisonner, si ce n'est donc pas un être raisonnable, on ne peut pas lui imputer juridiquement le fait de ne pas restituer le prêt, pas plus qu'on ne peut lui imputer moralement. Donc c'est la raison pour laquelle Kant considère que le droit, il consiste à déterminer des conditions sous lesquelles la liberté de l'un, la libre volonté de l'un peut s'accorder avec la libre liberté de l'autre selon une loi universelle. Le droit ne s'adresse qu'à des êtres raisonnables.
qui ont la liberté de suivre la loi morale ou de ne pas la suivre. Simplement, si l'être raisonnable opte pour la violation de la règle morale, à ce moment-là, sa liberté ne s'accorde pas avec la liberté de l'autre. C'est-à-dire, si je décide de ne pas restituer mon prêt, non seulement je viole la loi morale, mais je viole également le droit parce que ma liberté de ne pas restituer le prêt entre en conflit avec la liberté du prêteur d'obtenir la restitution de l'objet prêté. Donc, pour que les deux volontés libres, les deux arbitres coexistent, s'unissent, euh, il faut le droit qui impose que la liberté de l'un s'accommode de la liberté de l'autre selon une loi universelle de liberté. Donc, dans l'exemple du prêt, ça veut dire que ma liberté à moi ne peut être que la liberté de restituer le prêt et pas la liberté de ne pas la restituer, sans quoi ma liberté entrerait en conflit avec la liberté de l'autre. Donc, voilà pourquoi Kant définit le droit comme, on dit en abrégé chez les juristes, la coexistence des libertés. C'est parce que le droit ne s'adresse qu'à des êtres raisonnables. Sans être raisonnable, sans liberté, il n'y a pas d'imputation morale, il n'y a pas d'imputation juridique. Voilà. C'est cette définition du droit qui, me semble-t-il, vous avez perturbé. Euh, et alors, j'ajoute encore quelque chose pour terminer vraiment. Dans l'introduction à la métaphysique des mœurs, Kant est revenu sur un certain nombre de concepts qu'il considère comme communs à la doctrine du droit et à la doctrine de la vertu. Ce sont des concepts qui coiffent l'ensemble de la métaphysique des mœurs, aussi bien les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit que les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Et l'un de ces concepts communs aux deux parties de la métaphysique des mœurs, c'est le concept d'impératif catégorique. C'est-à-dire le fait qu'on doit, euh, euh, qu'on doit enfin, résumons ça de façon approximative, qu'on doit se soumettre à son devoir parce que c'est son devoir. On doit se soumettre à son devoir parce que c'est son devoir et ça ne peut être ainsi que parce qu'on est libre. L'autonomie et la volonté impliquent la liberté, vous savez. Hein, je l'ai dit. Donc, euh, lorsque Kant passe à la définition du droit, il a présent à l'esprit que l'impératif catégorique gouverne aussi bien le droit que la morale. Donc, quand on doit restituer un prêt, par exemple, ou prenons un autre exemple, quand on doit respecter un contrat, on doit respecter sa promesse. On a un devoir moral de respecter sa promesse. Hein, je généralise, je passe de l'exemple du contrat spécial du prêt ou du dépôt au contrat en général. Lorsqu'on a conclu un contrat, on a promis de respecter son engagement, d'accord? Hein. Euh, on a promis de respecter son engagement, donc on doit le respecter parce qu'on l'a promis. Et la question n'est pas de savoir si c'est juste ou pas juste objectivement. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si le contrat nous est avantageux ou pas avantageux. Hein. Ça n'est pas la question pour Kant, parce que Kant dit que le droit, c'est l'ensemble des conditions sous lesquelles la liberté de l'arbitre de l'un est unie à la liberté de l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté. Enfin, il dit l'arbitre, mais c'est l'arbitre libre. Hein. Donc, euh, il dit aussi, toujours dans ce paragraphe B de l'introduction à la doctrine du droit, que le droit gouverne les rapports extérieurs entre les gens, hein, les rapports extérieurs entre les êtres raisonnables. L'obligation interne, c'est la morale. Le droit gouverne les rapports extérieurs. Hein. Mais dans les rapports extérieurs, dit Kant, on ne tient pas compte de la matière sur laquelle porte l'arbitre, mais uniquement de sa forme. Ce qui veut dire, c'est Kant qui le dit lui-même, si par exemple il y a une vente, on ne se préoccupe pas de savoir si l'acheteur y trouve son intérêt ou pas. La seule chose qu'on regarde, c'est-à-dire s'il prend, Kant dit, on ne regarde pas la matière empirique, c'est-à-dire on ne regarde pas dans un contrat de vente, par exemple, si la vente est avantageuse pour l'acheteur ou pour le vendeur. En fait, euh, le droit va dire que le vendeur comme l'acheteur doit respecter sa promesse,
parce que c'est son devoir de la respecter, quelles qu'en soient les conséquences, que ce soit avantageux pour lui ou pas. Parce que si on regardait les conséquences, si on disait l'acheteur ou le vendeur n'est tenu de respecter le contrat de vente, sa promesse, que si le contrat est avantageux, à ce moment-là, l'impératif juridique ne serait pas catégorique, il serait hypothétique. Vous savez, l'impératif hypothétique, s'il dit, c'est si tu fais telle chose, il en résulte telle conséquence. Ça, c'est un impératif hypothétique. Kant le définit dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Or, Kant le dit, le seul impératif moral, c'est l'impératif catégorique. Mais c'est également le seul impératif juridique. C'est-à-dire, si on doit respecter sa parole en exécutant un contrat, c'est parce qu'on a le devoir de le faire indépendamment des conséquences du respect ou du non-respect du contrat. C'est pour ça que le droit, il est défini de façon purement formelle chez Kant. C'est l'arbitre libre de l'un uni à l'arbitre libre de l'autre selon une loi universelle de liberté. Maintenant, la différence fondamentale entre le droit et la morale, parce que vous me direz, il y a beaucoup de morale là-dedans, la différence fondamentale, c'est que le droit ne concerne que les rapports externes. C'est-à-dire que le droit est impuissant à, à contraindre, le droit est impuissant à contraindre l'être raisonnable à se conformer au devoir parce que c'est son devoir. C'est-à-dire le droit est impuissant à faire en sorte que le mobile euh, du respect de la loi soit la loi elle-même. Le droit n'a pas cette possibilité-là. Le droit peut contraindre extérieurement, et il doit contraindre extérieurement, parce qu'il faut que la liberté de l'un s'accorde avec la liberté de l'autre, et il ne peut y en aller ainsi que par une contrainte. C'est-à-dire, si quelqu'un décide de faire un mauvais usage de sa liberté, la contrainte doit le ramener à un bon usage de sa liberté qui consiste à respecter le devoir. Mais le droit ne peut pas faire en sorte que l'être raisonnable auquel il s'agisse érige en mobile de son action le devoir moral. Le droit n'a pas cette puissance. Le droit peut contraindre extérieurement, mais il ne peut pas faire en sorte que le mobile de nos actions, ce soit le respect du devoir moral. Ça, c'est impossible. D'où cette distinction qui est passée vraiment à la postérité et que tous les juristes utilisent dans leur cours d'introduction générale au droit, qui consiste à dire que la morale concerne le fort interne et que le droit concerne le fort externe. Mais ça vient de Kant, ça. C'est Kant qui a développé ça et qui l'a systématisé. C'est donc pour Kant la question de la distinction du droit et de la morale, c'est une question de caractère de la règle. Hein. Le droit ne peut que contraindre au respect du devoir, mais ne peut pas faire en sorte que le respect du devoir soit érigé en mobile euh, de son action par l'agent. Ça, c'est impossible. Si vous préférez, pour s'exprimer autrement, le droit est hétéronomie de la volonté et non pas autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, c'est-à-dire que la volonté se donne à elle-même sa loi. C'est le principe unique de la moralité. Mais dans le droit, la volonté est hétéronome. Elle est déterminée à agir par la possibilité d'une contrainte externe, par la perspective d'une contrainte externe. Alors je sais que vous allez me dire, mais monsieur, parce que peut-être vous avez compris, je ne sais pas, mais dire, mais monsieur, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant a lié l'impératif catégorique à l'autonomie de la volonté. Et maintenant, vous nous dites que l'impératif catégorique est un concept commun à la morale et au droit, mais que dans le droit, la volonté est hétéronome. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a un problème. Ben oui, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture la plus habituelle de Kant, ça consiste à dire que Kant a évolué dans sa définition de l'impératif catégorique entre les fondements de la métaphysique des mœurs et la doctrine du droit. Que dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il y ait l'impératif catégorique à l'autonomie de la volonté, tandis que dans la métaphysique des mœurs et donc dans la doctrine du droit,
il considère que l'impératif catégorique, c'est un impératif par lequel la raison prescrit à la volonté, à l'arbitre, comme dit Kant dans la métaphysique du droit, euh, prescrit à l'arbitre euh, de se conformer à la loi morale indépendamment des conséquences empiriques. Par exemple, prescrit de respecter la parole dans un contrat indépendamment de la question de savoir si ça lui est avantageux ou pas. Donc, il y a eu un glissement de la notion d'impératif catégorique, probablement, entre les fondements de la métaphysique des mœurs et la critique de la raison pratique, et la métaphysique des mœurs, et notamment les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit. Il y a eu un glissement, mais ça s'explique par le fait, bon, Kant, c'est quand même le roi des acrobaties intellectuelles, comme vous le savez, hein, bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, il opère des renversements intellectuels qui sont souvent assez incroyables, hein, très brillants, mais incroyables en même temps. Par exemple, le renversement intellectuel qui consiste à dire que puisque le droit consiste dans la coexistence des libertés, le droit est lié à la faculté de contraindre, il fallait le faire quand même. Hein. Ou dire que dès lors que nous ne pouvons pas connaître au-delà des phénomènes, donc ça restaure la liberté parce que nous pouvons la penser comme réelle, dès lors que précisément nous ne pouvons pas la connaître, il fallait faire un renversement comme ça. Hein. Après le chef-d'œuvre, la farce, hein, Heinrich Heine. Hein. Bon. Mais il est le spécialiste des renversements comme ça. Et là, le renversement, mais ce ne sont pas des renversements, enfin, il y a une part d'artifice, mais il n'y a pas seulement une part d'artifice. Il y a une part de profondeur aussi dans ce renversement. En fait, Kant est inévitablement amené à infléchir sa définition de l'impératif catégorique pour la raison suivante, c'est que depuis la critique de la raison pratique, il s'est rendu compte qu'il fallait faire une place dans son système au droit. Mais le concept de droit pour Kant, ce n'est pas un concept empirique, je vais vous l'expliquer. Le concept de Kant n'a rien à voir avec la matière, matière et empirie pour Kant, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que, a priori, c'est formel. Matière, c'est empirique. C'est-à-dire que Kant n'est pas un positiviste juridique. Son concept de droit, ce n'est pas les lois humaines en vigueur. Quand il dit que le droit est lié à la faculté de contraindre, il veut dire que l'essence du droit, ça consiste dans la faculté de contraindre qui est associée à la règle. Mais il ne veut pas dire que le droit, c'est le droit positif. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il essaye de trouver un principe universel, un concept universel du droit qui puisse fonder de façon théorique ce que le droit en pratique dans le domaine empirique. C'est-à-dire que le droit en pratique, il est contraignant. Hein, mais il faut fonder ça intellectuellement, a priori, indépendamment de l'expérience. Et c'est ce que fait Kant. Les concepts pour Kant sont a priori, parce que seul un concept a priori, indépendant de l'expérience, a l'universalité et la nécessité d'un concept philosophique. Il n'y a pas de concept empirique chez Kant. On ne peut jamais induire de l'expérience un concept philosophique. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'il dit que le droit est lié à la faculté de contraindre, lorsqu'il dit que le droit est la coexistence des libertés, il ne se place pas dans dans le monde empirique, hein, dans le monde historique, il se place sur le terrain des purs concepts de l'entendement, ou plutôt de la raison, en l'occurrence. Pur concept de la raison. Je ne vais pas expliquer la différence entre l'entendement et la raison chez Kant, mais il y a une différence. Hein. Donc, euh, ceux qui comprennent Kant en disant, ben voilà, Kant, tout ce qu'il a dit, c'est que le seul droit, c'est le droit positif, n'ont strictement rien compris à Kant. Le problème, c'est que, je termine par là, parce que j'avais dit 5 minutes, évidemment, j'ai fait une demi-heure, mais c'est chaque fois pareil avec Kant. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas comprendre vraiment la métaphysique du droit de Kant si on ne connaît pas l'ensemble de l'œuvre de Kant. Le mec qui prend un que sais-je sur les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et qui n'a jamais ouvert la critique de la raison pure, c'est mort, quoi. Thais spokój, comme on dit en polonais. Laisse tomber. Alors maintenant, je termine avec Kant parce que, bon, 36 heures. Et déjà, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je voulais faire sur Kant, mais je n'étais pas satisfait la dernière fois. Du coup, j'ai repris mon cours écrit pour essayer de perfectionner. Et je pense que je pourrais vous soumettre une version écrite de ce que j'ai dit oralement, qui est encore beaucoup plus complète d'ailleurs, hein, euh, qui est encore plus complète parce qu'il y a toutes sortes d'éléments de la philosophie de Kant que je n'ai pas développé à l'oral exprès, qui vous permettront, si vous avez la curiosité et le temps surtout, parce que c'est une question de temps, de mieux comprendre encore peut-être.
Maintenant, je vous conseille deux ouvrages sur Kant si vous voulez mieux comprendre sa philosophie du droit. Le premier ouvrage coûte 5 euros d'occasion. Alors, c'est un ouvrage de Colas Duflo, Colas comme le Coca-Cola, Colas. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran. C'est un petit bouquin, ça coûte 5 euros. Voilà. Vous le voyez là à l'écran? Colas Duflo, La raison du droit, 1999. C'est un livre qui est très bien fait. C'est très bien pour s'initier à la philosophie du droit de Kant, la raison du droit. Alors, tout n'est pas, on n'est pas obligé de souscrire à tout. Par exemple, Colas Duflo prétend que l'impératif juridique est un impératif hypothétique. Et là, je suis désolé, mais les textes sont formellement en sens contraire, hein. L'impératif juridique kantien est un impératif catégorique, pas un impératif hypothétique. Donc, sur ce point-là, je ne peux pas suivre Colas Duflo parce que Kant dit le contraire tout de même, hein. Mais c'est parce que Colas Duflo est soumis au même problème euh, que j'ai exposé tout à l'heure, à savoir que l'impératif catégorique, normalement, est lié à l'autonomie de la volonté. C'est ce qu'il avait expliqué Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique, alors que le droit est hétéronomie de la volonté. Donc, d'hétéronomie de la volonté, on est tenté de remonter à un impératif, non pas catégorique, mais hypothétique. Donc, c'est ce que fait Colas Duflo. Mais je pense que c'est contredit par les textes de la métaphysique des mœurs de Kant, pas des fondements de la métaphysique des mœurs, mais de la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, introduction générale à la métaphysique des mœurs. Kant dit le contraire. Il dit bien que l'impératif catégorique est un impératif commun euh, à toute la métaphysique des mœurs, donc aussi bien la métaphysique du droit que la métaphysique de la vertu. Il y a un second ouvrage qui est un grand classique. Alors là, par contre, vous ne le trouverez pas à 5 euros, hein. Et il n'est pas à Assas, mais il est probablement à Cujas. Vous pouvez être tranquille que personne ne l'emprunte. Donc, ah ben ça, écoutez, quel bouquin j'ai emprunté une fois? euh, j'ai oublié, mais en l'espace de 10 ans, j'avais emprunté, et c'était la même personne qui l'avait emprunté, c'est-à-dire moi, 10 ans après. Je reconnaissais le tampon, j'avais emprunté 10 ans avant. Incroyable. Euh, c'est dire que les ouvrages de philo, ils ne sortent pas beaucoup, hein. C'était pas un ouvrage de philosophie du droit, d'ailleurs, en fait, c'était un ouvrage sur la philosophie du droit romain, enfin, un ouvrage très connu. Alors voilà. Mais il est sur Gallica. Apparemment, vous l'avez sur Gallica. Et vous devez l'avoir aussi sur Archive.org. Donc, ça vous évite de dépenser de l'argent, quoi. Voilà, la philosophie pratique de Kant. C'est un grand classique, la philosophie pratique de Kant. Voilà, on en a terminé avec la, une question d'introduction générale, mais je ne sais plus laquelle. Naissance de la philosophie du droit. Donc, dans le plan définitif écrit, ce sera la deuxième section, naissance de la philosophie du droit. Première section, qu'est-ce que la philosophie du droit? On est dans l'introduction générale. Deuxième question, naissance de la philosophie du droit. Il nous reste une troisième question qui fait l'objet de la section 3 à traiter. C'est la question des rapports entre la philosophie du droit et la théorie générale du droit. Et donc, c'est cette question que je voudrais aborder maintenant, qui est beaucoup plus facile que la question de la naissance de la philosophie du droit chez Kant. Euh,
Parce qu'en fait, il ne faut pas, par exemple, j'ai donné une bibliographie. J'ai donné une bibliographie dans laquelle il y a des ouvrages qui s'intitulent Philosophie du droit. Et dans cette bibliographie, je n'ai pas mis d'ouvrage qui s'intitule Théorie générale du droit. Mais en fait, il faut savoir que sous couvert de faire de la philosophie du droit, parfois des juristes intitulent leur ouvrage Philosophie du droit, ce sont des ouvrages de théorie générale du droit. Alors, y a-t-il là deux sciences, deux disciplines différentes ou une seule et même discipline? Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule discipline et que c'est une différence d'approche. Donc, le terme théorie générale du droit, il est souvent utilisé euh, euh, en Angleterre. Hein, il y a plein d'ouvrages de legal theory, hein, ou theory of law, ou jurisprudence. Hein. Donc, ce sont des ouvrages, en fait, euh, qui peuvent concerner une approche de la philosophie du droit différente de la philosophie du droit proprement dite. Pas toujours, mais souvent. Hein. Mais aussi en Allemagne, on a Allgemeine Rechtslehre. Ce sont des, ça veut dire doctrine générale du droit, en fait. Hein. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend ce qui s'est passé à partir du milieu du 19e siècle, il y a eu une volonté de certains juristes de théoriser sur le droit indépendamment de la philosophie, en fait. Alors, l'idée, le point de départ de tous ces auteurs, c'est de considérer que les philosophes du droit, les philosophes, pardon, ne sont pas capables de théoriser le droit parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le droit positif. Ils sont ignorants du droit positif. Et donc, comment peut-on théoriser un objet qu'on ne connaît pas? Donc, le point de départ de la théorie générale du droit, c'est que le seul droit véritable, c'est le droit positif, en réalité. Il n'y a pas d'autre droit que le droit positif. Et que pour théoriser le droit, il faut partir du droit positif. Or, les philosophes qui ne sont pas des juristes, justement, sont totalement incapables de le faire. Et donc, c'est aux juristes de théoriser leur discipline grâce à la connaissance qu'ils ont du droit positif. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent s'en tenir à l'observation du droit positif, les théoriciens généraux du droit. Ils veulent partir du droit positif pour aller au-delà du droit positif, en faire une théorie. Mais ils pensent que le point de départ, ce doit être le droit positif. Et comme le point de départ d'une théorie du droit doit être le droit positif, les philosophes sont disqualifiés puisqu'ils sont ignorants du droit positif. On ne peut pas demander à Kant de théoriser sur le droit positif ou sur le droit parce qu'il n'a jamais ouvert un code civil de sa vie. D'ailleurs, il n'y en avait pas à l'époque en Allemagne. Voilà. Donc, voilà comment euh, ça se présente. Alors, historiquement, ce mouvement s'est d'abord développé en Angleterre, au Royaume-Uni, avec un auteur dont vous avez peut-être entendu parler, qui est John Austin. Ça vous dit quelque chose? Donc, les Anglais, ils nous cassent les oreilles avec leur John Austin comme si c'était un grand auteur. Voilà encore un ouvrage qui est à la bibliothèque Cujas et qui a été emprunté deux fois en l'espace de 10 ans, et deux fois c'était moi. En revanche, je l'ai emprunté deux fois pour me convaincre que c'était un ouvrage qui ne valait pas la peine. Mais vous le trouvez sur Gallica, mais ça ne vaut pas la peine de le lire. Bon. Donc, John Austin, c'est le premier à avoir ouvert la voie de la théorie générale du droit. Et il a écrit un ouvrage au titre significatif, bien que l'ouvrage ait été publié de façon posthume. Le titre de cet ouvrage, c'est The Philosophy of Positive Law. The Philosophy of Positive Law. Donc, vous aurez compris que pour Austin, si on doit philosopher, c'est sur le droit positif. Donc, l'ouvrage débute par un chapitre, je crois, qui s'intitule The Province of Jurisprudence Determined, c'est-à-dire
le domaine de la... Alors, jurisprudence en anglais, ça veut dire philosophie hein, du droit. Hein. C'est-à-dire, les lawyers, ils appellent leur philosophie du droit, ils l'appellent jurisprudence ou legal theory. Donc, the province of jurisprudence determined, ça veut dire le domaine de la philosophie du droit circonscrit, en fait. Hein. Et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que, en fait, la question a été obscurcie à cause de ce prétendu droit naturel dont personne n'a compris à quoi ça correspondait. Oui. Alors, John Austin, c'est milieu du 19e siècle, un peu avant 1850. Je crois que la publication de son ouvrage posthume, c'est 1851, mais je n'en suis pas absolument sûr. Je peux peut-être regarder dans la ligne de la dame. 1863, mais c'est un ouvrage posthume. Il était déjà mort. Et donc, en fait, ce John Austin, c'était un juriste, ce n'était pas un philosophe. En fait, c'était un barrister, et il s'est mis à la philosophie du droit, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il a démissionné du barreau, je ne sais pas pour quelle raison. Il a commencé à enseigner la philosophie du droit. Donc, en fait, il enseigne une théorie générale du droit, en ce sens qu'il explique dans le premier chapitre de son ouvrage, ou le premier sous-titre de son ouvrage, je ne sais plus, que euh, il y a une notion qui a fait beaucoup de mal à la philosophie du droit, c'est la notion de droit naturel, parce que personne ne sait ce que c'est quelque chose de purement subjectif, et que donc, si une philosophie du droit appropriée doit être développée, c'est à partir de ce qui est, et non pas de ce qui devrait être ou pourrait être. Et par conséquent, ce qui est, c'est le droit positif. Donc, une philosophie du droit doit prendre le droit positif comme objet de réflexion. Donc, il s'agit de théoriser le droit positif, expliquer en quoi, oui. Alors, euh, euh, Kelsen, il est quand même plus fort. Il est plus intelligent que Austin. Mais c'est vrai que le point de départ de Kelsen et le point de départ d'Austin, c'est le même. Je vais revenir sur Kelsen tout à l'heure. C'est vrai. Mais Kelsen, c'est quand même un auteur plus considérable que Austin. Kelsen, hein, vous prenez le mur ici, vous mettez ses ouvrages, ça couvre le mur. Hein. Laisse tomber, putain. Vous passez votre vie sur Kelsen, si vous le dites. Ah ouais. Ah ouais, il a vachement écrit, il a énormément écrit. Mais c'est quand même un auteur profond. Mais je vais revenir sur Kelsen tout à l'heure. Le point de départ, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Théorie pure du droit, Kelsen. Hein. Donc c'est aussi un théoricien général du droit, à sa façon. Mais il a quand même une certaine originalité dont on peut dire que Austin est plutôt dépourvu. Voilà. Hein. Parce que finalement, Austin, ce qu'il dit, c'est que le seul objet digne de théorie, c'est de philosophie, donc c'est le droit positif. Alors, donc le droit positif, qu'est-ce qui le caractérise de façon générale? C'est que c'est un commandement qui contraint quelqu'un. Donc il réduit le droit positif à n'être que commandement. Voilà, le droit, d'une façon générale, il n'y a que le droit positif qui est réel, et le droit, ce qui le caractérise, c'est le commandement. Il y a vraiment besoin de réfléchir beaucoup pour dire ça, quoi. Je veux dire, on n'a pas attendu Austin pour le savoir, c'est ça que je veux dire. Donc, au point de vue philosophique, il est quand même très léger. Mais il a eu beaucoup de succès. Alors pourquoi a-t-il eu beaucoup de succès? Au point qu'on ait édité son ouvrage de façon posthume, c'était ces leçons de ces cours qui ont été de façon posthume, je pense parce que ça répondait à un besoin des juristes de s'affranchir du joug de la philosophie. Il y a un besoin d'affranchissement dans le cours du 19e siècle des juristes d'affranchir leur science du joug de la philosophie, de cesser d'être sous domination de la philosophie. Alors, ce mouvement se prolonge ensuite en Allemagne avec la fameuse Allgemeine Rechtslehre. Donc il y a plein d'auteurs allemands, bon, les auteurs allemands, il y en a plein toujours, qui développent ainsi une théorie générale du droit euh, distincte de la philosophie du droit des philosophes. Le mouvement gagne d'autres pays européens, ensuite, comme la Belgique,
avec Jean Dabin, un auteur assez connu, avec Jean Dabin, en Suisse, avec un auteur également connu qui s'appelle Ernest Roguin. Et Ernest Roguin il écrit un ouvrage qui s'appelle La science juridique pure. Qu'est-ce que ça veut dire, science juridique pure? C'est un peu comme théorie pure du droit chez Kelsen. Ça sous-entend la science juridique expurgée de toute considération philosophique ou métaphysique. Et puis, évidemment, le mouvement SM en Autriche avec Hans Kelsen et sa théorie pure du droit, qui n'est que l'un des ouvrages qu'il a écrit, hein, mais qui est le plus connu en France. Le mouvement gagne aussi la France. Si vous prenez, si vous tapez théorie générale du droit sur Internet, vous allez voir qu'il y a des ouvrages de théorie générale du droit en France, hein. Des auteurs comme Paul Roubier, vous savez, l'auteur du droit transitoire, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Théorie générale du droit. Jean-Louis Bergel a écrit un ouvrage qui s'appelle Théorie générale du droit chez Dalloz. Bon, donc, ça participe d'un mouvement d'ensemble qui consiste à dire, de la part des juristes, écoutez, laissez-nous théoriser sur le droit tranquillement, les philosophes, vous réintégrez les facultés de philosophie. Par exemple, ici, nous sommes à Assas, vous allez de l'autre côté du Luxembourg, à la Sorbonne, et vous y restez gentiment, et vous n'allez pas nous casser les pieds à Assas, parce que nous, on est capable de théoriser le droit, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de Kant, on n'a pas besoin de Hegel, d'ailleurs, on n'y comprend rien, on s'en moque de ne rien y comprendre. On n'a pas besoin de Platon parce que lui, avec sa cité idéale, c'est un rêve, quoi. Et nous, on a les pieds sur terre. Donc, laissez-nous réfléchir tout seul. Alors, ça va tellement de soi que vous direz que, voilà, bah, c'est un mouvement naturel. Mais en fait, c'est un mouvement qui a des causes. C'est un mouvement intellectuel qui a des causes. On prend ça pour une évidence aujourd'hui, mais c'est un mouvement naturel, un mouvement intellectuel qui a des causes. Et ces causes, on en parlera après la pause. Ah oui, les -10, non? Donc ça ne sert à rien de faire, ça ne sert à rien de faire 1 heure de cours parce que 50 minutes, les gens sont rétamés. Je l'ai fait parfois moi-même, mais c'est une erreur.
Ben, justement, comme je n'étais pas très content de mon explication sur Kant, j'ai repris le passage mardi et mercredi, mais je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, oui, je pense que je vais poster un cours écrit, mais je ne prends pas d'engagement contractuel, hein. Je pense que je vais poster un cours écrit parce que au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus compliqué. Ce serait mieux d'avoir un cours écrit, peut-être. Oui, ça vient d'être mis au tableau. Mais je vous signale que c'est indiqué sur Agora, ça, il me semble. En tout cas, vous êtes 170, d'accord, inscrits. Vous n'êtes pas 170 dans l'amphithéâtre, mais vous êtes 170 inscrits. Donc chaque année, j'en ai 30 de plus. Je ne fais pas passer un oral à 170 étudiants. Laisse tomber, putain, c'est pas possible ça. Donc c'est non. Donc après, l'examen écrit peut avoir deux modalités, soit un QCM, soit des questions rapides. Si c'est des questions rapides, ça représente 160 copies à corriger. Euh, Le problème des questions rapides, c'est que à ce moment-là, on pioche sur certaines parties du cours, tandis que sur un QCM, on peut ratisser tout, quoi. Maintenant, le QCM a aussi des avantages par rapport aux questions rapides, donc je n'ai pas encore fait ma religion sur le problème. Mais en tout cas, c'est écrit, ça ne peut pas être oral. C'est la matière optionnelle qui a le plus d'étudiants. Bah oui. Bah, un commentaire de texte, vous n'êtes pas préparé un commentaire de texte en 1 heure et demie, ça va. Un commentaire de texte en 1 heure et demie, de texte philosophique, il y en a beaucoup qui ne vont pas s'en sortir, je le crains. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas fait ensemble de texte philosophique, hein. On en fera peut-être, mais on n'en a pas fait ensemble. Et ce que je me demande, c'est si vous êtes vraiment capable comme si je vous donne un texte de Platon ou un texte de Kant. Texte de Kant, déjà, je pense que si je vous me donne un fragment d'Héraclite qui était surnommé l'obscur dans l'Antiquité, je ne sais pas si. Non, si je donne un texte, je le donne en français. Mais ben, je veux dire, un texte philosophique, c'est plus dur qu'un texte juridique à commenter. Après, on peut donner un texte court aussi, évidemment. C'est quand même une matière optionnelle, quoi. C'est une matière optionnelle, il ne faudrait pas que la matière optionnelle devienne une matière fondamentale. Comment?
Parce qu'il faut quand même rester à sa place. C'est-à-dire que ce n'est pas une unité fondamentale. Ce n'est pas une unité fondamentale. C'est certes la matière optionnelle qui compte le plus d'inscrits, 170. Et même, il y a des matières obligatoires pour les uns et optionnelles pour les autres qui n'ont pas les mêmes effectifs. Chaque année, il y en a 30 de plus. Donc, voilà. Euh, à un moment donné, je vais demander le grand amphi. Ça n'aura pas lieu parce que. Non, non, laisse tomber, il y a 160 étudiants, je ne vous interroge pas l'oral, c'est pas possible. Déjà, ce ne serait pas. Non. Euh, Parce que je ne peux pas déléguer les oraux à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut être compétent pour les faire passer, d'accord? Et je ne vais pas demander à un civiliste qui n'a jamais ouvert une aide de philosophie de faire passer ça. Il ne va pas s'en sortir, hein. Deuxièmement, si je fais tout passer, moi, 170 étudiants, il y aura fatalement des injustices entre les étudiants. Parce que selon que j'ai l'étudiant à 14 heures ou à 19 heures, je vais passer une semaine, je ne saurai même plus comment j'ai noté les premiers étudiants. Donc, je pense qu'un examen écrit est est ce qui respecte le mieux l'égalité entre les étudiants. Mais vous savez, vous dites QCM parce que QCM, ce n'est pas forcément. Bernard-Henri Lévy était-il un disciple de Platon, Socrate ou Kant? C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, hein. Ben, il n'y en a aucune de bonne, là, justement. Kant était-il un philosophe allemand, russe ou français? Bon, évidemment, là, ça passe. Ça ne peut pas être des questions comme ça aussi. Kant habitait-il Königsberg, Kaliningrad ou Kolovets? Bah, Königsberg. Mais maintenant, c'est Kolovets, hein. C'est comme ça qu'on dit en polonais. C'est les Russes qui disent Kaliningrad, mais ça ne va pas durer longtemps. Bon, ils n'ont rien à faire là-bas, hein. C'est une excroissance sur la mer Baltique, ils n'ont rien à foutre là-bas, hein. Ouais, clairement. C'était une ville allemande. Maintenant, les Allemands n'en veulent plus. Ils ont déjà dit que ça ne les intéressait pas. Mais les Tchèques ont dit qu'ils étaient intéressés, et les Polonais aussi. Alors, ça se dit Krulewiec en polonais. D'ailleurs, en polonais, vous ne voyez pas marqué Kaliningrad sur les routes, vous voyez marqué Krulewiec. C'est interdit de marquer Kaliningrad. Oui, à réponse multiple ou. Alors, normalement, c'est des réponses uniques, mais s'il y a une réponse plurale, c'est indiqué. Plusieurs réponses possibles. Comment? Ça veut dire quoi, un point positif? Oh non, non, pas un truc comme ça. Je ne pense pas même que ce soit possible par la réglementation des examens. Qui est-ce qui fait le cours devant des entreprises en difficulté? Qui? Mais un QCM, je croyais qu'un QCM, on peut faire un QCM à point négatif? Ah bon. Non, mais je n'ai pas l'intention de le faire, hein, de toute façon. Non, mais s'il l'a fait, c'est qu'il a le droit de le faire, mais je n'ai pas l'intention de faire ça. Si vous voulez, je dois tenir compte du fait que vous n'avez pas vraiment une formation philosophique. S'il faut vraiment mettre une épreuve de philosophie du droit au niveau où devrait être une épreuve de philosophie du droit, ce sera plus difficile que les entreprises en difficulté, hein. Mais je ne le ferai pas comme ça. Parce que je considère que c'est un cours optionnel que les étudiants ont choisi pour s'ouvrir l'esprit et par conséquent, je n'ai pas l'intention d'être laxiste ou démagogue, mais je n'ai pas l'intention non plus de faire quelque chose d'infaisable. Bien, nous reprenons. Alors, donc il y a un mouvement général d'affranchissement de la science juridique par rapport à la philosophie qui se développe à partir de John Austin, puis qui essaime en Europe continentale à la fin du 19e siècle, John Austin milieu du 19e siècle, essaime en Europe occidentale à partir de la fin du 19e, du début du 20e, et qui n'a cessé de se développer depuis. Alors, ce qui est intéressant
ce n'est pas tant de décrire ce mouvement, je l'ai fait parce que c'était facile, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi il y a eu ce mouvement. Pourquoi ce mouvement qui nous semble naturel finalement? Parce que si j'ai fait ça certaines années en philosophie du droit, quand les étudiants sont venus au départ, je leur ai dit pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors il y en a qui m'ont répondu il y avait de la lumière, il faisait chaud, on est rentré. D'autres qui ont dit eh bien, on voudrait euh, euh, à travers l'examen du droit positif, grosso modo, dégager certaines constantes. C'était à peu près ça. Donc ça veut dire que la réaction normale d'un juriste aujourd'hui, s'il s'interroge sur le sens de sa discipline, c'est de se placer à l'intérieur du droit positif et d'avoir une démarche inductive, d'essayer de voir s'il peut tirer des principes généraux, des règles générales, une théorie générale à partir du droit positif. Hein. Mais ce n'est pas, c'est un mouvement qui vous semble naturel, mais je ne sais pas si c'est un mouvement naturel de l'esprit, si ça a toujours existé. Parce que théorie, ça vient d'un verbe grec qui est théoréin. Théoréin, ça veut dire contempler en grec. Examiner attentivement, contempler. C'est ça, théoréin en grec. Et donc le verbe théoréin, il suppose quand même un point de vue extérieur à l'objet qu'on contemple. Vous ne pouvez pas contempler un objet de l'intérieur. Vous ne pouvez pas contempler un œuf de l'intérieur de la coquille. Il faut que vous soyez à l'extérieur. Donc, le droit, si on veut en faire une théorie, il serait logique normalement de se placer, d'adopter un point de vue extérieur. Donc, l'idée qu'on pourrait dégager euh, une conception de ce que c'est que le droit en général en se plaçant à l'intérieur dans le droit positif et dire qu'il n'y a que les juristes qui sont compétents pour le faire, c'est une idée qui semble naturelle à un esprit du XXIe siècle, mais qui ne va peut-être pas, qui ne coule peut-être pas de source. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, je pense que les origines de ce mouvement remontent à la fin du XVIIe siècle. Vous vous souvenez, si on prend l'arbre de Descartes, que Descartes concevait la philosophie comme un arbre, hein, et dans cette arborescence, il disait que les racines étaient la métaphysique, le tronc la physique, et les différentes branches, les différentes spécialités en philosophie, et il nommait là la mécanique, la médecine et la morale. Alors, ça vous paraît bizarre aujourd'hui, mais je rappelle qu'à l'époque de Descartes, la philosophie était considérée comme embrassant tous les champs du savoir. Et donc, pour lui, euh, le savoir puisait sa source, sa racine dans la métaphysique, c'est-à-dire les racines de l'arbre. La physique en était le développement fondamental, et les différentes branches, la morale, la mécanique, la médecine, euh, dérivaient de la physique. Bon, évidemment, bon, la morale de Descartes, c'est vrai que c'est une morale physique, quoi, en fait. Quand il écrit Les Passions de l'âme, qui sont traitées de morale, il explique à l'aide de la physique les mouvements qui traversent notre âme. La morale de Descartes, elle est essentiellement stoïcienne, mais c'est du stoïcisme à la sauce physique. Il pense découvrir qu'il y a une espèce de glande en anatomie qu'il appelle la glande pinéale, et c'est cette glande qui commanderait les mouvements de l'âme, et c'est avec ça qu'on pourrait expliquer la morale. Bon, voilà. Donc en fait, pour lui, la morale, elle dérive de la physique. Hein. Mais dans cette arborescence, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de philosophie du droit, comme vous le savez, euh, on tire comme conséquence que la philosophie embrasse tous les champs du savoir et que la métaphysique est la discipline suprême dans la philosophie, celle de laquelle toutes les autres branches de la philosophie tirent leur quintessence. Alors, ce qui s'est passé, comme vous le savez, à la fin du XVIIe siècle, car je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a eu une révolution dans la façon de voir les choses, ou une évolution dans la façon de voir les choses, avec deux grands penseurs que les philosophes du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières donc, deux grands penseurs que les philosophes du XVIIIe siècle regardent comme leur maître à penser, Newton d'une part et Locke de l'autre.
En fait, ce qui caractérise Newton et Locke, bon, évidemment, ce sont deux penseurs très différents. Newton est un physicien, Locke est un philosophe. Mais en réalité, le point qu'ils ont en commun et qui séduit les penseurs du XVIIIe siècle, en tout cas en France et en Angleterre, je reviendrai sur le cas de l'Allemagne tout à l'heure, c'est que ils rejettent en fait la métaphysique. Ils rejettent l'idée qu'il y a des réalités en soi qui se situent au-delà de l'expérience. Vous vous souvenez que le terme métaphysique avait une fonction éditoriale au départ. C'était Andronikos de Rhodes, qui était le dernier scolarque. Je vous ai parlé de ça, non? Non? Bon, j'aurais dû en parler. Bon. Métaphysique, si j'ai dit métaphysique, ça vient je confonds peut-être avec le cours de philosophie en philo que j'ai dit en anglais. Je me sens que j'ai dit en anglais. Je me souviens plus si je l'ai dit en français ici, non? Vous êtes sûr que je ne vais pas parler de ça? C'est ça le problème de faire son cours sans regarder ses notes. Euh, alors, métaphysique, d'où ça vient par conséquent, puisque vous êtes sûr que je ne vous en ai pas parlé. Il semblait vous êtes sûr qu'on n'en a pas parlé? Vous dites oui, on en a parlé. Non. Bon. Vous me faites répéter quelque chose que j'ai déjà dit, non? Personne ne sait ce que c'est que la métaphysique. Ben oui, mais j'ai réécouté le cours de lundi dernier pour être sûr de ne pas me répéter, mais pas le cours d'aujourd'hui. Et après, j'avais le cours de philosophie en philo que je devais aussi répéter. Et je répète, hein, contrairement à ce que vous pensez, je me passe mes enregistrements pour éviter de revenir sur des choses. Mais là, je ne vais pas répéter les 8 heures qu'on a déjà fait ensemble. Donc, métaphysique, au départ, c'était un terme qui avait une signification éditoriale. C'est-à-dire que dans le corpus des œuvres d'Aristote, célèbre philosophe du IVe siècle, comme vous le savez tous, il est mort en 323 avant Jésus-Christ, un an après la mort d'Alexandre le Grand. Donc, Aristote, en fait, on avait conservé ses notes de cours. C'est un peu comme si Éric Martin mourait demain, qu'on décidait de collecter ses notes de cours. Mais comme je ne suis pas Aristote, il y a peu de chances qu'on le fasse. Donc, il avait des notes de cours, il avait une école, on l'appelle le lycée. Je vous ai parlé, je vous ai expliqué d'où ça vient. Le lycée, ça donnait. Vous savez d'où ça vient le mot lycée chez Aristote? Putain, mais qu'est-ce que vous savez? Donc, lycée, ça vient du fait, ça vient de lukos. Lukos en grec, ça veut dire le loup. Le loup, wow, le loup. Lukos, c'est le loup en grec. Hein. Et l'école d'Aristote s'appelait le lycée parce que Aristote enseignait dans un bâtiment qui jouxtait le temple d'Apollon, le dieu loup. Et voilà d'où ça vient, lycée. Donc, Lukos, ça a donné lycée, et ça vient du fait que le bâtiment jouxtait un temple dédié à Apollon, le dieu loup. Loup, L-O-U-P, hein. Pas Louis, Louis, enfin bon, loup, L-O-U-P, d'accord? Mais je vous l'ai dit aussi, on les appelait les péripatéticiens. Hein. Ça, vous vous souvenez. Avec ces Salas, vous vous souvenez. Bon, voilà. Parce qu'ils se promenaient, d'accord. Ils tournaient autour du péristyle, là, voilà. Bon. Donc, Aristote, il est mort en laissant ses notes de cours. Et après Aristote, l'école a continué pendant plusieurs siècles. Hein. Et le type qui dirige une école, on appelle ça un scolarque. Archéine en grec, ça veut dire commander. Hein. Donc, c'est celui qui commande l'école. Hein. Donc, de même que lorsque Platon est mort, il y a eu un scolarque qui lui a succédé. Euh, Aristote espérait que ce serait lui. Ça n'a pas été lui, donc il s'est vexé, il a fondé sa propre école, il a commencé à trouver que la théorie des idées de Platon, ça n'était pas bien. Hein. Jusqu'à présent, il trouvait ça très bien, mais alors à partir du moment où il n'a pas été nommé scolarque de l'école à la place de Platon décédé, il s'est vexé, donc il a considéré que dans ces conditions-là, la théorie des idées, c'était pas bien. Hein. Voilà. Donc voilà les petites histoires, les petites rivalités, comme ça donne les grandes philosophies, n'est-ce pas? Donc, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, le dernier scolarque du lycée, qui s'appelait Andronikos de Rhodes,
Rhodes comme l'île, hein, là où vous prenez vos vacances, l'île de Rhodes. Andronikos de Rhodes, dernier scholarque du lycée, a décidé d'éditer les œuvres d'Aristote. Il a décidé d'éditer les œuvres complètes d'Aristote. Mais il a été confronté à deux difficultés. Première difficulté, il ne savait pas dans quel ordre chronologique les ouvrages d'Aristote avaient été écrits. Et c'est une difficulté qui pose un problème vraiment chez Aristote parce que Aristote parfois donne l'impression de se contredire. Par exemple, si vous prenez la conception du droit naturel d'Aristote dans la rhétorique, et si vous prenez la conception du droit naturel d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, ce n'est pas la même. Donc on peut penser qu'Aristote a évolué dans ses conceptions, mais dans quel sens, ça on ne sait pas. Alors, il y a un très célèbre philologue allemand qui s'appelle Werner Jaeger, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'évolution d'Aristote, où il prétend commenter les œuvres d'Aristote en tenant compte d'une évolution qu'Aristote aurait suivie. Il explique qu'en fait, Aristote, au départ, était proche de Platon et qu'il s'est de plus en plus éloigné de Platon, et que donc, pour classer les œuvres d'Aristote chronologiquement, il faut tenir compte que les œuvres où Aristote ménage Platon, ce sont les œuvres qu'il a écrites lorsqu'il était encore sous l'influence de Platon, et que les œuvres où Aristote critique radicalement la théorie des idées, c'est des œuvres postérieures où il s'est complètement affranchi de Platon. Mais on pourrait penser l'inverse aussi. On pourrait penser que dans sa prime jeunesse, Aristote était un rebelle, et que donc il a critiqué vertement la théorie des idées, avant, dans son âge avancé, de revenir à plus de raison. Hein. Donc la théorie de Werner Jaeger peut être discutée. D'ailleurs, elle n'est pas vérifiée pour toutes les œuvres d'Aristote, c'est sûr. Bon, ça, c'est le premier problème d'Andronikos de Rhodes, que Werner Jaeger a essayé de résoudre, mais au XXe siècle, hein, Werner Jaeger. Tandis qu'Andronikos de Rhodes, c'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et deuxième problème, Andronikos de Rhodes, alors il y avait trois problèmes parce qu'il y avait aussi des œuvres, on ne savait pas si c'était d'Aristote ou pas. Parce qu'il y a des œuvres apocryphes chez Aristote. Par exemple, il y a des doublons chez Aristote. La morale d'Aristote, elle est dans trois traités. L'éthique à Nicomaque, l'éthique à Eudème et Magna Moralia, c'est-à-dire la grande morale. Et donc, ce sont des ouvrages qui sont redondants. Alors, est-ce qu'ils sont redondants parce qu'il y en a certains qui sont apocryphes ou pas? Donc ça, c'est une question qu'Andronikos de Rhodes a dû résoudre aussi, c'est-à-dire la question de la redondance des œuvres d'Aristote. Et puis, Andronikos de Rhodes a découvert qu'il y avait certains traités qui n'avaient pas de titre. Donc, quand vous voulez publier, ça fait un peu désordre, quoi. Vous imaginez, vous remontez la rue Cujas, la rue Soufflot, vous passez devant une librairie, c'est marqué sans titre. Vous n'achetez pas le bouquin. Laisse tomber, putain, c'est le bouquin 40 euros, sans titre. Il vous faut un titre et même un sous-titre, hein, pour que vous soyez content. Donc, Andronikos de Rhodes a découvert que, notamment, il y avait un certain nombre de petits traités qui faisaient suite à la physique d'Aristote. Il y avait un ouvrage d'Aristote qui s'appelle La physique. Hein. C'est même au pluriel, je crois, c'est les physiques chez Aristote. Hein. Donc ça, c'était clair, physicae. Mais après, il y avait des petits traités épars euh, qui, qui étaient une suite de la physique, mais qui ne portaient pas de nom. Et Andronikos de Rhodes a dit, on va leur donner un nom, c'est la métaphysique. Donc la métaphysique d'Aristote, ce n'est pas un ouvrage unique, c'est une collection de petits ouvrages. Et pourquoi Andronikos de Rhodes a appelé ça métaphysique? Parce que méta en grec, ça veut dire après. Ça veut dire tantôt avec, tantôt après. Vous savez, métabolisme, métampsychose, bon. Hein. Donc méta, ça veut dire après. Donc il voulait dire par là que c'était des traités qui venaient après la physique. Donc le terme métaphysique, au départ, n'avait qu'une signification éditoriale, mais au cours de l'histoire de la pensée, il a pris une signification substantielle. On désigne par métaphysique, en fait, la partie de la philosophie qui s'intéresse aux réalités qui se situent au-delà du champ de l'expérience. Lorsqu'on dit que Dieu, c'est une question métaphysique, on veut dire qu'il n'y a pas euh, de démonstration physique de Dieu, il n'y a pas de Dieu dans la physique, dans la nature. Enfin, Spinoza ne serait pas d'accord, parce que Dieu est substance infinie, c'est comme ça que commence l'éthique de Spinoza. Moi, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Bon. Donc Spinoza, bon, ça va.
J'ai lu 2 fois attentivement l'éthique, mais franchement, c'est un auteur opaque. C'est un auteur opaque. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de comprendre Spinoza. Comment? Illisible, je ne dirais pas ça, mais je veux dire, sa façon de raisonner, de s'expliquer moré géométrico, avec des axiomes, des machins, des trucs. Et puis, Dieu est substance infinie, c'est son premier axiome. Moi, je ne l'ai pas kiffé, quoi. Mais j'étais obligé de lire l'éthique de Spinoza parce que j'avais un prof en licence de philo, qui vit toujours, je vois, qui est un grand spécialiste de Spinoza. Mais j'ai oublié le nom, j'oublie tous les noms maintenant. Et il fallait avoir lu Spinoza, attention. Et donc, j'ai dû me farcir l'éthique de Spinoza, forcément. C'est un très bon prof, d'ailleurs. Enfin, il était spinoziste. Personne n'est parfait. Donc, les questions métaphysiques, ce sont celles qui se situent au-delà du champ d'expérience. Donc, c'est pour ça que dans l'arbre de Descartes, la métaphysique, ce sont les racines et la physique, c'est le tronc. Donc, le problème qui s'est posé, enfin, ce qui est apparu dans le XVIIIe siècle en raison de l'ascendant que Newton d'une part et Locke d'autre part, auteurs de la fin du XVIIe siècle, ont eu, c'est un discrédit dans lequel la métaphysique est tombée, en tout cas en France et en Angleterre. En Angleterre d'abord et en France ensuite. C'est-à-dire que ce que Newton a fait en physique, c'est que pour résoudre des problèmes physiques, il a évité de recourir à la métaphysique, justement. Newton, il a considéré c'était l'expérience qui permettait euh, d'établir une physique et qu'il fallait mathématiser la nature, en fait. C'est ça. Hein. Il fallait traduire en loi mathématique ce que l'expérience faisait apparaître. Hein. C'est comme ça qu'il a dégagé la loi de la gravitation universelle. Hein. Je vous l'ai dit, il s'est inspiré d'une part des observations empiriques que Kepler avait fait à propos des trajectoires des planètes, et il s'est inspiré des lois que Galilée avait dégagées à propos de la chute des corps, et de là, il a élaboré une loi qui unifiait les deux, qui était la loi de la gravitation universelle. Mais c'est une explication mathématique de la nature. On ne recourt pas à des phénomènes métaphysiques, tandis que Descartes, lui, alors, pour expliquer la trajectoire des planètes, euh, il ne faisait pas comme Kepler, il n'avait pas fait des observations. Il dit qu'il y avait des nuages de poussière qui empêchaient les planètes de retomber vers le Soleil. En fait, je ne sais pas trop quoi. Il avait imaginé des trucs, quoi. Parce qu'il raisonnait en métaphysicien. Descartes s'est beaucoup trompé en physique. Hein. Il s'est trompé à propos des lois de la réfraction, par exemple, ils sont complètement plantés. Il les a montés à l'envers. Il a fallu que Huygens corrige. Bon, enfin bref. Et puis, comme il pensait que lorsque c'était clair et évident, on ne pouvait pas se tromper, il ne voulait jamais reconnaître ses erreurs, en fait. Hein. Donc, la physique de Descartes est tombée en discrédit parce qu'elle reposait sur des postulats erronés et indémontrables. Et donc, Newton a donné ses lettres de noblesse à la physique moderne. Et ce que Newton a fait en physique, euh, Locke l'a fait en, dirons-nous, en métaphysique, entre guillemets. Il a dit que, euh, en fait, il a dit que la métaphysique, enfin, c'est Voltaire qui le dit de Locke, il dit que Locke a établi que la métaphysique n'était rien d'autre que la physique de l'âme. Que la métaphysique n'était rien d'autre que la physique de l'âme. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de rêver d'objets qui se situaient au-delà de l'expérience, que nous pourrions connaître, Locke a dit que tout ce que nous pouvions connaître, nous ne pouvions que l'induire de l'expérience. La source de toutes nos connaissances, c'est, je vous l'ai dit chez Locke, la sensation et la réflexion. Ce que nous sentons et ce sur lequel nous réfléchissons à partir de la combinaison des sensations. Donc, en fait, Newton et Locke ont chacun, à leur manière, contribué à un discrédit décisif de la métaphysique, aussi bien en France qu'en Angleterre. Les philosophes anglais ou écossais du XVIIIe siècle sont des philosophes empiriques qui voient dans l'expérience la source de toute connaissance.
qu'il s'agisse de Berkeley ou de Hume, hein, ils sont comme ça. En France, Locke a une énorme influence. Voltaire se considère comme un disciple de Locke. Euh, D'Alembert rend hommage à Locke dans le discours préliminaire à l'encyclopédie, et voilà comment ça fonctionne. Donc, la métaphysique a été, comment dirais-je, euh, a connu un déclin en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque des Lumières, en France et en Allemagne, on considère que la nature peut s'expliquer par elle-même. Avant le XVIIIe siècle, on considérait que la nature était une œuvre créée par Dieu et que donc pour l'expliquer, il fallait remonter à Dieu. Tandis que ce que considèrent les philosophes des Lumières, c'est que la nature est explicable en elle-même. Nous dirons, on est loin du droit, mais on va y arriver. La nature est explicable en elle-même, elle peut s'expliquer par elle-même à l'aide des expériences, des mathématiques, et il ne faut pas faire intervenir les lumières surnaturelles pour expliquer la nature. Et cette révolution ou cette évolution que la philosophie des Lumières opère dans le domaine de la nature, elle l'opère également dans le domaine euh, de la connaissance. La source de la connaissance, c'est l'expérience. Donc, quelle est la conséquence de cela? C'est la conséquence, c'est que les sciences qu'on appelle aujourd'hui dures prennent leur autonomie par rapport à la métaphysique. Après Newton, il n'y a plus d'explication métaphysique des phénomènes physiques. La physique a conquis son autonomie. Et les mathématiques aussi, mais les mathématiques, c'était depuis longtemps. Hein. Et donc, que se passe-t-il maintenant? Alors, ça, c'est pour la France et l'Angleterre. Alors, en Allemagne, c'est différent, parce qu'en Allemagne, l'Allemagne est sous l'emprise d'un philosophe qui s'appelle Leibniz, et Leibniz, lui, c'est un métaphysicien. Et donc, la philosophie de Leibniz est perpétuée par son élève qui s'appelle Wolff, celui que Hegel appelait l'instituteur de l'Allemagne. Et ensuite, il y a Kant. Et Kant, la tâche de Kant dans la critique de la raison pure, c'est de redonner à la métaphysique ses lettres de noblesse. Il s'agit de restaurer la métaphysique, mais sur des fondements solides, pas sur les fondements fragiles que Leibniz et Wolff avaient trouvés. Donc, la métaphysique subsiste en Allemagne avec Kant, mais renouvelée. Et donc, c'est pour ça que Kant, pour lui, la philosophie, c'est avant tout la métaphysique, et qu'il part de la métaphysique du droit et d'une métaphysique de la vertu. Donc, l'Allemagne a suivi un chemin différent de la France et de l'Angleterre, c'est-à-dire que les idées de Locke, l'empirisme de Locke n'a jamais pénétré en Allemagne véritablement, à cause de l'influence de l'importance de Leibniz, qui lui n'était pas un empiriste, qui était un inéiste, qui pensait que les idées, nous les tirions de notre âme et qu'ensuite nous les appliquions aux objets. Alors, toujours est-il que ce qui s'est passé à partir du 19e siècle, c'est qu'il y a eu le même mouvement qui avait connu la physique et aussi euh, la biologie avec Buffon au XVIIIe siècle. Ce mouvement a commencé à gagner les sciences molles, on va dire, les sciences humaines. C'est-à-dire que les sciences humaines aussi ont prétendu s'affranchir du joug de la philosophie et plus précisément du joug de la métaphysique. C'est-à-dire que c'est au XIXe siècle que vous voyez apparaître la psychologie, la sociologie, ou que l'histoire décide, parce que l'histoire c'était une matière philosophique, hein, l'histoire devient une science indépendante de la philosophie. Hein. C'est-à-dire que vous avez un mouvement d'affranchissement des sciences humaines qui suit le mouvement précédent d'affranchissement des sciences dures de la métaphysique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on en arrive au point de vue actuel qui consiste à dire que les métaphysiciens s'occupent du ciel, de ce qui pourrait être éventuellement, tandis que les scientifiques s'occupent de ce qui existe véritablement. Alors, ça vaut pour la physique, hein,
mais ça vaut également pour l'histoire, donc l'histoire va se cantonner aux faits, ça vaut pour la psychologie, qui est une phénoménologie en fait des opérations de l'âme, en fait, en quelque sorte. Je ne connais rien à la psychologie. Ça vaut pour la sociologie qui consiste à observer le comportement des gens pour en tirer des lois générales. Et ça vaut également pour le droit. Donc en fait, le mouvement qu'a initié John Austin en matière de droit, ce n'est qu'un mouvement général qui traverse toutes les sciences humaines au XIXe siècle et qui consiste à s'affranchir du joug de la métaphysique. Les métaphysiciens, les philosophes, en fait, les philosophes sont rejetés dans le domaine de la métaphysique, dans le domaine des spéculations imaginaires, tandis que les différentes sciences humaines prétendent s'atteler à la réalité. Ils prétendent que les philosophes ne connaissent rien à la réalité et n'ont pas à la connaître, en fait. Voilà comment, en fait, la théorie générale du droit est née et s'est développée. Elle participe d'un mouvement plus général d'affranchissement des sciences humaines après les sciences dures, du joug de la métaphysique. Alors, cela étant, euh, on peut très bien voir une différence d'approche quand on veut théoriser sur le droit en disant qu'il faut avoir une approche empirique et partir du droit positif euh, pour en tirer des principes généraux euh, qui permettent d'expliquer ce que c'est que le concept de droit. Il n'y a rien de critiquable en ça, avoir une démarche empirique. Mais ce qui ne va pas, c'est affirmer au départ qu'il y a une seule réalité qui est le droit positif et que il n'y a pas de droit naturel et que euh, la théorie générale du droit, la legal theory, doit s'occuper uniquement du droit tel qu'il est et non pas du droit tel qu'il pourrait être ou devrait être. Ça, c'est le postulat de tous les théoriciens généraux du droit, mais c'est un postulat, c'est-à-dire que ça n'est pas démontré. Alors, si vous prenez Kelsen, effectivement, théorie pure du droit, dès les premières lignes, il dit la théorie pure du droit, elle est pure parce qu'elle laisse de côté la justice, qui est quelque chose de contingent, pour s'intéresser uniquement au droit tel qu'il est, c'est-à-dire le droit en vigueur, et pas au droit tel qu'il pourrait être ou devrait être. Donc la justice, c'est quelque chose de contingent, et ce n'est pas l'objet de la théorie générale du droit qui s'occupe uniquement du droit positif. Alors, la théorie pure du droit de Kelsen, mais je ne connais pas super bien Kelsen, mais je vais quand même vous dire comment je l'interprète. D'abord, quand vous dites théorie pure du droit, vous pensez critique de la raison pure. Donc, en fait, vous dites qu'il doit y avoir un lien de filiation entre Kelsen et Kant. Il y a un certain lien de filiation, même si Kelsen, en fait, n'est pas du tout dans la lignée de Kant, mais il y a quand même un lien de filiation. Ce que je veux dire, c'est que Kelsen, dans sa formation, avait suivi, avait enfin, sa formation était passée par l'école de Marburg en Allemagne, qui était une école néo-kantienne. Donc, il a retenu le terme pur, mais il l'a accommodé à sa sauce. Parce que critique de la raison pure, chez Kant, ça veut dire une raison qui n'est pas mélangée de matière empirique. Hein. Tandis que chez Kelsen, je pense que théorie pure du droit, ça a deux sens. Premier sens, c'est une théorie de droit qui est expurgée de notions contingentes, métaphysiques, comme l'est la justice. La justice ne fait pas partie de la théorie pure du droit. Donc ça, en ce sens, la théorie du droit de Kelsen est pure, c'est-à-dire qu'elle ne traite pas d'abstraction métaphysique comme l'est, selon Kelsen, la justice, qui est quelque chose de contingent, qui relève de ce qui pourrait être ou devrait être et non pas de ce qui est. Mais théorie pure du droit chez Kelsen, c'est un autre sens, je pense, c'est-à-dire que c'est très bien de dire on va s'en tenir au droit tel qu'il est, mais le droit tel qu'il est, il est divers. D'accord? Il y a le droit anglais, il y a le droit français, il y a la common law, il y a le droit français, il y a le droit allemand, euh, il y a des droits dans d'autres pays. Donc, il y a une diversité de contenus. Et pourtant, si on veut faire une théorie du droit, il faut qu'on arrive à une notion unique. Donc, quelle est la propension inévitable de certains théoriciens du droit pour conserver à la théorie générale du droit sa généralité en dépit de la diversité des droits positifs?
c'est de réduire le droit, la théorie générale du droit, à une conception purement formelle. C'est ce que fait Austin dans Philosophy of Positive Law. Finalement, il dit le droit, c'est un commandement. Ce qui caractérise la règle de droit, c'est que c'est un commandement, indépendamment du contenu. Ben évidemment, parce que le contenu, il est divers. Il est variable, il est changeant, il est divers. Et qu'est-ce que fait Kelsen dans la théorie pure du droit? C'est un peu la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus, il est plus profond et sa théorie est plus élaborée que celle d'Austin. Mais quand même, vous avez tous entendu parler de la hiérarchie des normes de Kelsen. C'est-à-dire qu'en fait, une norme a valeur juridique parce qu'elle est validée par une norme qui lui est supérieure, etc. Et on remonte comme ça d'échelon en échelon jusqu'à la fameuse norme fondamentale inconditionnée dont on n'a jamais compris ce qu'elle était. C'est-à-dire que la théorie pure du droit de Kelsen, elle est encore dans un second sens, c'est-à-dire c'est une théorie expurgée de tout contenu variable empirique. Hein. C'est une théorie pure du droit qui s'intéresse à ce qu'est les règles de droit dans son essence, indépendamment de son contenu qui peut être variable. Donc la théorie pure du droit, elle l'est doublement chez Kelsen. J'espère que je n'ai pas trahi Kelsen, dont je vous confesse que la théorie pure du droit, ça fait 500 pages et j'ai autre chose à faire dans la vie que de lire la théorie pure du droit de Kelsen. Donc, je n'ai lu que quelques extraits pour conforter ce que je viens de dire. J'ai lu la première page. Hein. La théorie pure du droit s'intéresse au droit tel qu'il l'est et non pas au droit tel qu'il pourrait être ou devrait être. Et encore, la traduction française est. Bon, en plus, il a fait que je prenne le texte allemand parce que la traduction française. Bon, bref. Mais le texte allemand étant disponible sur Internet, en tout cas, il est disponible dans la première édition, pas dans la seconde édition, parce qu'il y a eu deux éditions, hein, la théorie pure du droit. Euh, voilà. Alors maintenant, la démarche des théoriciens généraux du droit est-elle fondée ou pas? Je dirais que l'approche empirique qu'ils ont de la science du droit n'est pas en soi quelque chose de critiquable, mais que ce qui est critiquable, c'est leur prétention, c'est leur complexe de supériorité, quoi. C'est leur prétention à considérer qu'ils sont neutres d'un point de vue philosophique et qu'ils échappent aux critiques qu'on pourrait adresser à tel ou tel système philosophique. Qu'ils sont neutres, qu'ils échappent aux contingences de la philosophie. C'est inexact. C'est inexact. Parce que leur démarche, même s'ils n'en ont pas eux-mêmes conscience, elle est philosophique. Elle est philosophique. Leur démarche est philosophique. Ils font de la philosophie comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Et je n'en veux pour preuve, mais je n'arriverai pas à développer tout cela aujourd'hui parce que je me suis promis de m'arrêter à -8, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. J'en veux pour preuve que ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'à mon avis, la théorie générale du droit puis ses racines lointaines dans deux courants de pensée qui sont philosophiques. Je vous ai dit que la théorie générale du droit s'épanouit dans un mouvement général d'affranchissement des sciences humaines, du joug de la métaphysique et de la philosophie. Mais ce que soutiennent les théoriciens généraux du droit, c'est qu'il n'y a de réalité que le droit positif, qu'il n'y a pas de justice contingente qui se situe au-delà du droit positif. Ce sont des choses qui sont vieilles comme le monde, qui ont été développées par des philosophes. Par quels philosophes? D'une part, les sophistes. Alors, vous allez me dire, mais les sophistes sont-ils des philosophes? Vous savez qu'on a. Bon, c'est une question qui peut être discutée. Hegel considérait que c'était des philosophes d'une importance considérable. C'est lui qui les a réhabilités en quelque sorte, parce que jusqu'à Hegel, les sophistes étaient considérés comme des gens qui étaient infréquentables en quelque sorte. Hein. Qui, dans le domaine de la pensée, il était il était bien séant de ne pas les fréquenter. Mais au moins, ce sont des penseurs. Ce sont des penseurs. Donc, première influence des théoriciens généraux du droit, influence diffuse. Ce n'est pas qu'ils n'aient jamais ouvert des ouvrages dédiés aux sophistes. Ils sont trop ignorants pour ça, les théoriciens généraux du droit. Ils commencent à faire de la théorie générale du droit, ce sont des juristes. Ils ont 70 ans, ils n'ont jamais ouvert un ouvrage de philosophie de leur vie, et ils commencent à faire de la théorie générale du droit à 70 ans. C'est sûr qu'ils ne vont pas ouvrir des dialogues de Platon ou la critique de la raison pure. Donc, c'est une influence diffuse, pas une influence directe. Donc, première influence, les sophistes. Deuxième influence, le philosophe anglais Hobbes, dont on a déjà parlé.
Ce sont les deux, je pense, sources indirectes de la théorie générale du droit. Alors, ça n'engage que moi, hein. Vous n'avez pas trouvé ça dans un manuel. De toute façon, mon cours, vous ne le trouverez pas dans un manuel, d'une façon générale. Ça n'engage que moi. Mais qu'est-ce qui me fait penser ça? Ce que je trouve, moi, qui ai un peu étudié l'histoire de la pensée et des philosophes, c'est que, comme le disait Villet dans la formation de la pensée juridique moderne, on trouve dans les sophistes tous les ferments du positivisme juridique. On reviendra sur les sophistes beaucoup plus longuement dans les heures à venir, mais ce qui caractérise les sophistes, c'est une opposition dans le domaine du droit, s'entend, hein, parce qu'ils n'ont pas réfléchi qu'au droit, mais ils ont réfléchi sur le droit. Et ce qui les caractérise, c'est l'opposition entre nomos, la loi, et physis, la nature. J'ai déjà dû écrire ça, non? Il me semble l'avoir déjà dit. Je l'ai écrit en caractère latin, évidemment. Opposition entre nomos, nomos, vous le savez tous, ça veut dire la loi, et physis, la nature. C'est-à-dire que pour les sophistes, le droit est œuvre humaine, exclusivement humaine, œuvre arbitraire. Et donc la justice se confond avec la légalité. Nomos, c'est la loi, physis, ça va donner physique, c'est la nature en grec. Donc la nomos et physis forment chez les sophistes un couple antinomique. La loi s'oppose à la nature. La loi s'oppose à la nature, c'est quelque chose que beaucoup de sophistes répètent. Et donc, pour les sophistes, il n'y a de droit que création humaine. Le droit est œuvre humaine arbitraire. La justice n'est rien d'autre que la légalité. Ce qui est juste, c'est ce qui est légal. Et donc, il n'y a pas de droit en dehors du droit positif. Or, que disent les théoriciens généraux du droit? Il y a le droit quel qu'il est, le droit positif, le droit en vigueur, et puis il y a les spéculations des philosophes sur un prétendu droit naturel. Origine, sophisme, la sophistique. C'est une origine diffuse. Il y a déjà cette idée que la seule réalité juridique, c'est le droit positif. C'est déjà chez les sophistes. Et coïncidence historique, à quel moment les sophistes commencent à être réhabilités? Parce qu'il y a une grande période pendant laquelle les sophistes étaient occultés. Les sophistes, vous le savez, ce sont les adversaires de Socrate, de Platon et d'Aristote. Alors, c'est Socrate qui a été condamné à boire la ciguë, comme vous savez, qui est mort, mais en quelque sorte, c'est lui qui a tué les sophistes, paradoxalement. Parce qu'avec la philosophie de Socrate, la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote, les sophistes sont tombés dans un discrédit dont ils ne se sont relevés qu'au 18-19e siècle, lorsque Hegel a entrepris de les réhabiliter. Hein. Donc c'est Socrate qui a bu la ciguë, mais c'est les sophistes qui sont morts. Alors après, est-ce qu'ils méritaient de vivre? Ça, c'est une autre question. Bon, faisons pas de mauvais humour, mais c'est à peu près ça. Hein. Est-ce qu'ils méritaient de vivre? Est-ce qu'ils étaient vraiment des penseurs, en quelque sorte? Hein. Question discutée. Hegel pense que c'était des vrais penseurs. En tout cas, c'est quand même assez frappant de voir que c'est au moment où les sophistes sont réhabilités comme d'authentiques penseurs, d'authentiques philosophes par Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, que apparaît ce mouvement de théorie générale du droit qui considère que la seule réalité juridique, c'est le droit positif. Je ne dis pas que les théoriciens généraux du droit ont lu Hegel, sûrement pas. Hein. Mais si vous voulez, c'est une espèce d'ambiance en quelque sorte. Il y a une ambiance intellectuelle. Alors, deuxième penseur qui a de toute évidence joué un rôle dans l'envolée de la théorie générale du droit, c'est Hobbes. Alors là, c'est plus qu'une influence diffuse, c'est une influence directe parce que Austin n'avait pas lu grand monde, c'est un avocat retiré du barreau, si je puis dire. Donc, il n'avait pas lu grand-chose dans sa vie. Il avait lu Bentham,
parce que c'était le gendre de Bentham. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, sa renommée est peut-être due à ça, parce que c'était le gendre de Bentham, en fait. Hein. Donc, l'utilitarisme de Bentham, il connaît. Hein. Moi, je ne connais pas bien Bentham. Je considère que c'est un philosophe de seconde zone et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à lire Bentham. Je sais que c'est l'utilitarisme. Par contre, un bon utilitariste, un type à lire qui est de premier plan, c'est Stuart Mill. Lui, il est bon. Stuart Mill, c'est bon. Bentham, bof, bof. J'en ai quand même lu quelques extraits de Bentham. Ça ne va pas très loin. Mais Stuart Mill, lui, c'est un grand penseur. Hein. Donc l'utilitarisme, mais l'utilitarisme de Stuart Mill, ce n'est pas l'utilitarisme de Bentham. Hein. C'est un utilitarisme transcendé en quelque sorte. Hein. Donc, euh, John Austin avait lu Bentham, mais il avait lu surtout, il avait lu Hobbes. Avait-il lu Hobbes dans son détail, parce que les œuvres de Hobbes, hein, c'est 12 volumes. Hein. Dans l'édition Molesworth, c'est 12 volumes. Hein. Donc c'est quand même un gros morceau. Mais il avait lu au moins certains passages, probablement du Léviathan ou du Desiwe, hein, c'est On the Citizen, parce que Hobbes, je vous l'ai dit, il a écrit 3 fois la même philosophie du droit. Hein. Elements of Law, On the Citizen, un Léviathan. 3 ouvrages dans lesquels il répète la même philosophie en la développant chaque fois, cette philosophie du droit. Or, Hobbes peut être considéré comme le fondateur du positivisme juridique moderne. Je vous les ai déjà expliqué pourquoi. Mais ce qui est caractéristique, et je voudrais prendre Hobbes sous un autre angle maintenant, et je n'aurai pas le temps de développer, mais je vais quand même le prendre brièvement. Hobbes, c'est quelqu'un qui rejette la métaphysique. Alors, pour le situer dans le temps, Hobbes est un penseur antérieur à Locke. Hein. Hobbes est un penseur du XVIIe siècle, contemporain de Descartes. Il s'est d'ailleurs engueulé avec Descartes. Il a fait des objections aux méditations métaphysiques de Descartes que Descartes n'a pas du tout appréciées. C'est un philosophe contemporain de Descartes, donc il est avant la philosophie des Lumières. Mais c'est un philosophe empiriste qui rejette la métaphysique. Il s'élève dans le Léviathan contre la métaphysique. Hobbes, on l'a surnommé le Galilée de l'univers juridique. Le Galilée de l'univers juridique. C'est un contemporain de la Galilée. Il prétend qu'on peut expliquer le droit comme Galilée a expliqué la chute des corps, par les lois du mouvement. Il dit que le droit, c'est juste une question de mouvement. Et que les lois, elles servent, c'est une force qui sert à arrêter le mouvement. C'est ça. Je vous résume très, très grossièrement. Hein. Parce qu'on est à une époque où les philosophes croient dans les sciences, même s'ils les transposent au domaine moral ou au domaine politique. Donc il est convaincu que pour expliquer le droit et la politique, il faut faire appel aux lois du mouvement dégagées par Galilée, et que donc ce Galilée, ce qu'il a expliqué, c'est que dans l'univers des corps, ce qui compte, c'est le mouvement et la force, et que la force continue tant qu'elle n'est pas arrêtée par une autre force. Dans le domaine du droit, dit Hobbes, c'est pareil. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est le right of nature, le droit de faire n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il y ait une loi civile qui les en empêche, une force qui les contraint à rester dans certaines limites. Hein. Donc le droit, c'est une histoire de force, en fait. Et il n'y a pas à rechercher une explication métaphysique au phénomène juridique. Hobbes n'admet pas qu'il puisse y avoir des substances, comme le prétendait Aristote, séparées de leur sujet. Par exemple, il ne dit pas, mais je transpose à la justice, il n'y a pas de substance, d'essence de la justice. Il n'y a pas de justice en soi chez Hobbes. Ça n'existe pas. Hein. La justice est inséparable de celui qui l'édicte. Donc la justice se confond avec celui qui fait les lois. La justice, c'est la volonté du souverain. Donc il y a un rejet de la métaphysique et non des abstractions intellectuelles, des formes intelligibles, des substances telles que les voulait Aristote d'une part avec la substance et Platon d'autre part avec les formes intelligibles. Il n'y a pas de justice en soi, il n'y a pas d'essence de la justice. Il n'y a de justice que ce que commande le souverain. Et c'est évident, je termine par là parce qu'il est presque -7, et c'est évident que John Austin, lorsqu'il définit le droit, la règle de droit comme un commandement, il n'a rien fait d'autre que de transposer de manière simpliste ce que Hobbes avait dit de façon beaucoup plus profonde avant lui,
en l'intégrant dans un système philosophique. Donc, ce qui caractérise en fait la théorie générale du droit, c'est qu'elle se prétend indépendante de la philosophie, mais le problème, c'est qu'elle trouve sa source dans certaines philosophies, les sophistes d'une part et Hobbes d'autre part. Le rejet de la métaphysique, Hobbes l'a fait bien avant les théoriciens généraux du droit, mais il l'a étayé philosophiquement. Le système de Hobbes, c'est un système cohérent, c'est un système philosophique. Hein. Donc dire on est neutre par rapport à la philosophie alors qu'on puise son inspiration dans un philosophe, c'est quand même paradoxal. Voilà pourquoi je pense que si la démarche de la théorie générale du droit n'est pas condamnable en soi, je rejette l'affirmation selon laquelle la théorie générale du droit pourrait adopter cette démarche en s'affranchissant de préjugés philosophiques. Ce n'est que le fruit d'une vulgarisation d'une certaine philosophie. Voilà, on s'arrête là. Désolé, j'ai dépassé 2 minutes. Mais je crois qu'on a terminé avec l'introduction générale, là, c'est bon. Juste que mon cours, ce sera un cours de philosophie du droit, pas un cours de théorie générale du droit, je vous préviens tout de suite. Hein. Moi, je ne veux pas aller expliquer ce que Roguin ou Dabin ont dit, hein, ça ne m'intéresse pas. Donc, la semaine prochaine, j'expliquerai les 3 parties du cours et on commencera par la première partie qui sera dédiée à la philosophie grecque. C'est bon, c'est clair, vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon. C'est vrai, ça vous a intéressé, non? Ouais. Parce que j'ai très peur d'ennuyer mon auditoire, toujours, surtout à mon âge, n'est-ce pas? Je fais 67 ans dans 2 jours, donc. Voilà. Donc, à lundi, si vous le voulez bien, je vous rappelle que ceux qui ont des travaux dirigés, si jamais je dépasse de 2 minutes, déjà le TD, il commence à 50 en général, hein, je crois. Donc, si vous voulez partir à 45 parce que vous avez TD, vous partez à 45. Parce que les TD, il y a une assiduité, c'est obligatoire. Oui.